bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, Max Brisson, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques, vice-président de la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication. Vous allez réagir à différents sujets, c'est le principe de l'émission, et notamment au texte sur la sortie de l'état d'urgence sanitaire, très largement modifié par les sénateurs hier soir. Allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui, à distance, Jonathan Dupriez. Bienvenue Jonathan, déjeuner de président à l'Élysée tout à l'heure, le président Macron et les présidents de groupe du Sénat. Et oui, c'était la première fois qu'il les recevait tous ensemble à l'Élysée depuis son élection. Et on aura le détail avec vous dans un instant de ces échanges. Samia Dechir est aussi avec nous, mais sur le plateau cette fois. Bienvenue Samia. Nouvelle audition du patron de Vinci Autoroutes aujourd'hui au Sénat. Était-elle aussi houleuse que la précédente? Moins houleuse, mais tout de même tendue. Les sénateurs n'ont toujours pas de réponse sur le taux de rentabilité des autoroutes et ça commence à les agacer un petit peu. Et on les entendra. Steve Jourdain est aussi avec nous ce soir. Bienvenue Steve. La rentrée à l'école obligatoire, c'était hier, mais ça ne s'est pas passé aussi bien que le dit Jean-Michel Blanquer. Peur du Covid, réticence à revenir de vacances. Certains élèves sont restés chez eux hier. On verra ça avec vous dans une demi-heure. Notre match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Hervé Lorenzi et Nicolas Dufresne. Les rencontres économiques Aix-en-Seine commencent dans 10 jours. Elles tenteront de donner des pistes sur l'économie de demain. Souveraineté, relocalisation, croissance ou décroissance, garanties environnementales, gauche, droite, en marche. Tout le monde y va de son plan de relance, de son nouveau chemin, de son nouveau départ. Quelle est la bonne direction? Le débat à suivre, hashtag ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Mais d'abord donc la sortie de l'état d'urgence revue et corrigée par les sénateurs. Ils trouvaient le texte bancal, hybride. Ils parlaient d'un état d'urgence qui ne disait pas son nom. Vous en parlez d'ailleurs hier sur ce plateau. Eh bien ça y est, ils l'ont remanié et ils ont limité les restrictions que pourra prendre le gouvernement d'ici à l'automne. Avant d'en parler avec vous, Max Brisson, voyons le détail avec Cécile Sixou. Il a le goût et la couleur de l'état d'urgence, mais n'en porte pas le nom. C'est le principal reproche adressé par les sénateurs de tous bords au projet de loi de sortie de l'état d'urgence lors de son examen en séance. Vous créez quelque chose de neuf. On connaissait le droit commun, on connaissait l'état d'urgence et vous créez une sorte de pseudo-état d'urgence à géométrie variable et à durée aléatoire. Un texte de sortie de l'état d'urgence sanitaire qui reproduit les mesures les plus importantes de l'état d'urgence sanitaire est un texte de prorogation de l'état d'urgence sanitaire. De son côté, Olivier Véran défend un texte qui donne au gouvernement les moyens d'agir en cas de retour de l'épidémie. Personne ne peut dire, mesdames et messieurs les sénateurs, que le virus a disparu de notre pays. Personne ne peut donc considérer qu'il faille aujourd'hui nous départir d'outils dont j'avais retenu les précédents débats qu'il vous paraissait, à vous-même qui avez rédigé ces amendements de suppression, indispensable dans la lutte contre la diffusion du virus. Limitation des déplacements, réglementation des moyens de transport ou encore restriction des rassemblements. Pour les sénateurs, ces mesures sont disproportionnées par rapport à la situation sanitaire. Le Sénat, malgré toute sa bonne volonté, a profondément amendé le texte pour faire en sorte qu'on puisse proportionner les pouvoirs qui sont attribués à l'exécutif, et notamment au Premier ministre, à l'état réel de l'urgence sanitaire. Réglementer plutôt qu'interdire, la majorité sénatoriale a limité les restrictions comme la demande d'une autorisation préalable pour manifester. Mais pour les sénateurs communistes, il faut carrément revenir au droit commun. Alors vous savez comme moi que la réglementation, et nous pouvons faire confiance à un préfet comme M. Lallemand en ce domaine, peut entraîner une dissuasion forte. L'excès de réglementation pourra bien entendu masquer une forme d'interdiction. Les sénateurs ont tout de même adopté certaines mesures du texte, comme la fermeture des discothèques jusqu'en septembre, le port du masque dans les transports ou encore la conservation de certaines données personnelles liées au virus. Ils prévoient la sortie de l'état d'urgence le 10 juillet prochain, sauf pour Mayotte et la Guyane, où il sera levé le 30 octobre. Et allons plus loin avec vous d'abord sur ce sujet, Max Brisson. Vous aussi, vous trouviez que le texte initial donnait trop de pouvoir à l'exécutif et que c'était un état d'urgence qui ne disait pas son nom? Bruno Retailleau vient de le dire, tout est une question de proportionnalité. Si la sortie de l'état d'urgence, c'est maintenir la totalité des dispositifs qui existaient dans l'état d'urgence, ce n'est pas une sortie. Je crois qu'aujourd'hui, si la pandémie revient, il sera toujours à temps de revenir à l'état d'urgence. Mais il faut que la limitation des libertés soit proportionnée. C'est important. Le droit de manifester,
le droit de circuler. Donc on ne peut pas donner de manière permanente et trop durable des mesures, des capacités d'exception au gouvernement. Je crois qu'il faut, dans ce pays, le Conseil d'État l'a dit, le Conseil constitutionnel l'a dit, il faut certes donner au gouvernement les moyens d'agir contre l'épidémie, mais en fonction de ce qu'est l'épidémie aujourd'hui. Il ne faudrait pas, tendance un peu inquiétante, que le gouvernement profite de cette situation pour finalement continuer à rogner nos libertés. Nous sommes un pays d'État de droit, nous sommes un pays de liberté. La liberté, c'est important. Alors certes, la lutte contre l'épidémie est importante. La preuve, c'est que lorsqu'il a fallu voter les lois d'urgence, nous l'avons fait. Lorsqu'il a fallu donner au gouvernement des moyens d'exception, nous l'avons fait. Mais dans notre idée, ces moyens étaient des moyens d'exception. Des moyens d'exception qui perdurent. Ce ne sont plus des moyens d'exception. Une étape intermédiaire ne serait pas nécessaire vu la situation. C'est le texte de la commission des lois du Sénat qui donne au gouvernement les moyens d'agir au vu de ce qu'est l'épidémie aujourd'hui, mais pas au-delà. Parce qu'avoir des mesures d'exception qui vont au-delà, ce ne sont plus des mesures d'exception. Moi, je pense que le texte fabriqué par nos collègues de la commission des lois est le bon. Il donne des moyens d'agir. C'est en cela que nous sommes opposés aux amendements de suppression de l'article 1er, mais il ne donne pas non plus au gouvernement des moyens d'aller au-delà. Imaginez, comme l'ont fait les députés, qu'il faille une autorisation préalable pour manifester. Mais on revient au Second Empire. On est au-delà des lois républicaines qui, dans ce pays, ont plus d'un siècle et qui font que le droit de manifester est un droit, que ce sont des libertés avec lesquelles on ne transige pas, on le fait de manière limitée dans la durée. La loi d'urgence donnait des mesures d'exception sur 2 mois. Là, finalement, on les prolongeait sur 4 mois, alors que nous avions décidé de limiter dans le temps les lois d'exception. Hier, Coralie Dubost, vice-présidente La République En Marche de la Commission des lois à l'Assemblée, répondait aux critiques des sénateurs sur ce texte. Je voudrais que vous l'écoutiez, c'est assez court et je vous fais réagir juste après. Je les ai entendus s'opposer à tous les textes depuis le début du confinement avec toujours les mêmes arguments. Donc c'est la même chanson qui est répétée. Ils ont voté, notamment le PS avait voté contre tous les textes. Monsieur Bas, d'ailleurs le premier texte d'état d'urgence sanitaire, nous avions eu une commission mixte paritaire conclusive, c'est-à-dire que nous étions tombés d'accord, Assemblée et Sénat, sur la façon de l'organiser. Donc je pense que c'est toujours possible de trouver des solutions avec la majorité des sénateurs, mais certains sont dans de l'opposition un peu brute et systématique, et bon, rien de nouveau sous le soleil de ce côté-là. Certains sont dans l'opposition brute et systématique. Oui, mais la majorité sénatoriale était au bon endroit et au bon équilibre. C'est ce qu'a dit Philippe Bas hier soir. Nous avons rejeté les amendements des communistes qui voulaient revenir à l'état de droit le plus courant, comme si l'épidémie ne continuait pas d'exister. Nous avons aussi rejeté les amendements socialistes, mais nous avons aussi rejeté les amendements du gouvernement qui voulaient profiter de cette période pour raboter les libertés. On n'a pas un gouvernement suffisamment irréprochable sur le sujet des libertés. On sent des tentations très centralisatrices. Enfin, le président de la République n'a pas été qualifié de Jupiter par hasard. Donc il y a, je crois, un Sénat qui s'honore avec d'autres institutions, comme le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État, de défendre les libertés, de défendre ces libertés qui sont fondamentales. Et nous sommes là pour les rappeler. Je crois que c'est l'une des raisons même de l'existence de la Haute Chambre. Allez, on aborde d'autres sujets. C'est l'heure du club. Et Jonathan Dupriez, on commence avec vous. À distance, Emmanuel Macron a convié à un déjeuner les présidents des groupes politiques du Sénat en présence de Gérard Larcher. Quel était l'objet de cette invitation ? Eh bien, Rebecca, Emmanuel Macron consulte à tour de bras depuis plusieurs jours. Économistes, associations d'élus, anciens présidents de la République se succèdent à l'Élysée et maintenant les présidents des groupes politiques du Sénat. Alors pourquoi il fait ça, Emmanuel Macron ? Tout simplement pour préparer l'après-crise, la dernière phase de son quinquennat. Et là, à noter, c'était quand même la première fois qu'il recevait tous ensemble les groupes politiques du Sénat depuis son élection en 2017. Et autour de la table, on retrouvait des sénateurs comme Bruno
Bruno Retailleau, le patron des LR, Patrick Kanner pour les socialistes, Hervé Marseille pour les centristes ou encore François Patriat pour la République en marche. Gérard Larcher, lui, était là, mais sur un mode un petit peu plus institutionnel. Regardez ce tweet ce matin, le président du Sénat a affirmé qu'il ferait un point à Emmanuel Macron sur l'état de la France, l'occasion aussi de lui dire que la décentralisation et la déconcentration sont des clés pour le nouveau dessein du pays. Et donc si le président consulte depuis plusieurs jours, c'est surtout pour nourrir ce qu'il appelle son nouveau chemin, un nouveau cap qui n'interviendra qu'après le second tour des élections municipales et sans doute après un remaniement. Réussi à glaner quelques informations sur la teneur des échanges. Oui, écoutez, le tableau, en tout cas, brossé a été assez large. Je vous le disais, ça a duré 2 heures. La décentralisation, notamment, a été figurée en bonne place dans ces échanges. C'est un sujet cher au Sénat. Et le chef de l'État s'était ouvertement dit favorable à revoir l'organisation de l'État. Tout ne peut pas être tout le temps décidé depuis Paris, avait-il déclaré lors de sa dernière allocution. Le président du Sénat lui remettra d'ailleurs des propositions la semaine prochaine. Alors, il a aussi été question de santé ou encore de relance économique. Le patron des LR, Bruno Retailleau, a lui tenu à dire au président que le pays était actuellement, je le cite, à la croisée des chemins. On a le choix entre le courage et l'engourdissement, a-t-il lancé à Emmanuel Macron. L'entourage du sénateur de Vendée nous précise également qu'il a encouragé le président à la reprise de la croissance qui va de pair, selon lui, au rétablissement de la confiance. À noter aussi qu'il y a une semaine, le patron des Républicains avait présenté au Sénat une centaine de mesures de son groupe pour relancer l'économie en espérant que l'exécutif s'en inspire, mais pour le moment, c'est pas très sûr. Je crois que certains participants sont sortis plutôt mitigés, non ? Oui, c'est le cas de Patrick Kanner qu'on a pu voir ensuite au Sénat juste après la réunion. Lui, clairement, il y allait sans se faire aucune illusion. Je ne m'attendais pas à des miracles, nous a-t-il dit. Alors certes, il salue le dialogue républicain très cordial avec Emmanuel Macron, mais il déplore que le président ne souhaite finalement pas changer le cap initié en 2017. Le président est un président de droite libérale, a-t-il insisté, et ces réformes mises en pause pendant la crise du Covid-19, elles vont être amenées à revenir. Et ça, il le déplore bien entendu. Écoutez, c'était au micro d'Alizé Boissin. J'espérais qu'il nous dirait qu'il abandonnerait purement simplement l'assurance chômage. Non, elle sera adaptée. Que la réforme des retraites serait abrogée. Non, elle va se poursuivre, peut-être sous une autre forme là aussi, mais elle va se poursuivre. Et j'espérais beaucoup qu'il nous donne des réponses sur la fiscalité comme étant un levier de justice sociale. Et là aussi, ça a été un non très clair, comme d'ailleurs il l'a dit dans son discours récent à la télévision. Donc le changement de cap, il est plutôt à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on revient au point de départ. Je n'ai pas ressenti chez le président, malgré le constat qu'il y aura de la dureté sociale dans notre pays, je n'ai pas senti une volonté de modifier sa ligne politique. Jonathan, il y a des questions politiques qui ont été abordées aussi. Oui, certaines questions politiques se sont invitées dans les échanges et non des moindres, notamment les futures échéances électorales. Selon Patrick Kanner, le président de la République s'est exprimé au sujet du report des élections régionales et départementales. Emmanuel Macron n'aurait pas exclu de les reporter de mars 2021 à septembre 2022. Officiellement, du côté de l'Élysée, ce serait pour éviter de brouiller l'action des collectivités dans le plan de relance à venir, avec une échéance électorale au milieu. Mais certains élus soupçonnent le président de la République de vouloir faire une sorte de chantage aux collectivités et ainsi repousser des élections à des fins politiques. On sait que les régionales sont une élection qui souvent est un tremplin qui pourrait servir de futurs adversaires d'Emmanuel Macron en 2022. Le soupçon est un peu fort, Max Brisson, soupçonné de vouloir repousser les régionales pour éviter d'avoir des adversaires un peu trop puissants. Le report des élections, c'est déjà produit, mais enfin, il faut de bonnes raisons. Reporter pour convenance présidentielle, ce serait un nouveau critère de report des élections, ce serait nouveau sous notre République. Je serais surpris et passablement agacé. On ne peut pas comme ça jouer avec le calendrier électoral. Chaque fois que cela a été fait pour des raisons de coordination du calendrier par rapport à des réformes importantes, réduction, ou, par exemple, du durée des mandats. Moi, j'ai été conseiller départemental pour 3 ans, dans un cadre bien précis, avec des modalités électorales transformées. Mais les choses se font à l'avance. Et certainement pas pour convenance personnelle. On ne met pas la démocratie entre parenthèses. C'est un petit peu ce que l'on évoquait tout à l'heure sur les libertés. Certes, le confinement a été nécessaire. Certes, la lutte contre l'épidémie est importante. Certes, le plan de relance est attendu et les collectivités joueront un rôle important. Mais les élections régionales et départementales doivent avoir lieu au moment où elles doivent avoir lieu. Il est possible que le
président de la République ne souhaite pas voir émerger des présidents de région qui pourraient être des candidats en capacité de l'inquiéter. On a bien compris le soupçon sur la méthode maintenant. Il consulte à tout va. Emmanuel Macron, il consulte beaucoup les parlementaires. Vous appréciez quand même cette démarche? Oui, moi je trouve quand même qu'il y a une petite anomalie. Vous vous rendez compte, cela fait 3 ans que le président de la République est élu. C'est la première fois qu'il rencontrait le Sénat dans sa diversité. Ça en dit long peut-être aussi dans la première partie du quinquennat, la manière dont le Sénat a été traité, parce que c'est la première fois que les présidents de groupe, donc le Sénat, dans sa diversité politique, accompagnaient le président Larcher pour cette rencontre avec le président de la République. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Donc c'est fait, on peut... Alors après... Moi, je trouve qu'il y a quand même, il y a beaucoup de confusion. C'est le en même temps qui pose problème. Par exemple, le président a parlé de liberté locale et de décentralisation. Mais sur le terrain, on s'aperçoit aujourd'hui que sur les fonds européens, par exemple, il y a plutôt une volonté de recentralisation. Donc on a un président qui recentralise, et là actuellement il y a un vrai sujet sur les fonds européens, sur les fonds du FEADER, et parallèlement, on a un discours sur les libertés. Donc sur la décentralisation, moi j'attends beaucoup, parce que je suis profondément un élu girondin, parce que je suis un élu du Pays Basque et du Béarn. Mais qu'est-ce que c'est la décentralisation? C'est pas des mots, c'est le transfert de compétences, de services de l'État et de moyens de l'État. La décentralisation en 1982 ou en 2004, ça a été clairement des fonctionnaires d'État, avec leurs moyens, qui sont devenus des fonctionnaires de collectivités territoriales. Tout le reste, c'est de l'enfumage. Et je crains que l'on ait une décentralisation qui soit largement caractéristique d'une méthode où on aura de grands mots, les libertés locales, et une réalité, une tentation recentralisatrice. Alors cela a été dit, j'ai écouté M. Caner, les socialistes nous ont montré comment faire. Une fausse loi de décentralisation, c'est la loi NOTRe. On prend aux uns et on donne aux autres, mais on ne prend pas à l'État. Si on veut décentraliser, il s'agit de compétences de l'État. Et on a bien vu sur la crise sanitaire, par exemple, que les collectivités ont été plus réactives. Il leur faut donc plus de moyens, plus de liberté, plus de compétences et plus de services déconcentrés. Et l'État aussi doit se déconcentrer parallèlement à la décentralisation. Allez, on continue le club avec vous, Samia Dechir. Vous avez suivi l'audition du patron de Vinci Autoroutes aujourd'hui au Sénat. La précédente avait été extrêmement tendue, houleuse. Comment s'est déroulée celle du jour? Eh bien, dans une ambiance plus cordiale cette fois, mais tout de même un petit peu tendue. Alors, Pierre Copé, le président de Vinci Autoroutes, donc il était entendu aujourd'hui par la commission d'enquête sur les concessions autoroutières. Cette commission d'enquête, elle a été créée pour faire la lumière sur la manière dont on avait privatisé nos autoroutes. Alors pour rappel, cette privatisation, c'était en 2006, sous Jacques Chirac. À l'époque, l'État cède donc les autoroutes françaises sous forme de concessions à 3 grands groupes privés, Vinci, Eiffage et Abertis, et ça avait rapporté 15 milliards d'euros à l'époque à l'État. Une somme qui était sous-évaluée pour beaucoup qui considèrent que c'était une erreur, que c'est une manne immense pour ces sociétés autoroutières et une grande perte pour les finances publiques. Donc comme ces concessions autoroutières, elles ne sont pas éternelles, elles vont prendre fin, ce sera entre 2032 et 2036, eh bien le but de cette commission d'enquête, c'est de préparer l'après, de comprendre les conséquences des choix qu'on a déjà faits, eh bien pour préparer les choix futurs, tout simplement. Et justement, on en a appris un petit peu plus sur cette privatisation? Eh bien pas vraiment. Vous le disiez tout à l'heure, Rebecca, la dernière audition du président de Vinci Autoroutes, elle avait été houleuse. C'était en mai 2019. Le sénateur Hervé Maurey lui avait demandé à l'époque de détailler les conditions de signature d'un protocole d'accord entre l'État et les sociétés autoroutières. Et vous allez voir que la réponse que lui avait fait Pierre Copé n'avait pas du tout plu à Hervé Maurey. 2 ans qu'il est disponible sur le site de Mediapart et donc il est très facile de le consulter. Enfin, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas de difficulté à en parler. Je ne suis pas certain que votre dernière remarque, si je peux me permettre, soit très pertinente. Parce que me répondre, vous n'avez pas pu obtenir, vous, commission compétente du Sénat, la communication d'un protocole, mais vous aviez qu'à aller sur le site de Mediapart. Honnêtement, monsieur, je trouve que ça n'est pas correct. Bon, alors ça, c'était donc une archive, on a bien compris. Est-ce que cette fois, Pierre Copé s'est montré plus bavard? Non, pas vraiment. Cette fois, il a plutôt davantage mis les formes, mais il n'est toujours aussi peu bavard sur les informations chiffrées que demandaient les sénateurs sur ce que rapportent réellement ces concessions autoroutières. Les sénateurs voulaient connaître un objet précis, ce qu'on appelle le TRI, le taux de rentabilité interne des concessions autoroutières. Eh bien, écoutez la réponse de Pierre Copé. Comment ce TRI évolue-t-il? Je n'en sais rien.
Je vous donne rendez-vous en 2032 pour vous dire ce qu'aura été le TRI d'Escota. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons eu des hauts et des bas. Il y a eu des années avec de grandes baisses de trafic, des années avec une hausse de trafic. Voilà, pour le président de Vinci Autoroute, il est impossible donc aujourd'hui de dire quel est le taux de rentabilité de ces concessions autoroutières. Ça agace un petit peu les sénateurs parce qu'en effet, le taux de rentabilité réel des concessions autoroutières, on ne le connaîtra que quand elles prendront fin. Mais ce qu'on peut avoir pour le moment, c'est une estimation de cette rentabilité à la date d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, la commission d'enquête a l'intention d'établir sa propre estimation à partir des chiffres dont elle dispose. Parce que des chiffres, il y en a quand même quelques-uns. Ils sont plutôt très positifs pour les sociétés autoroutières. Éric Bocquet, sénateur communiste, les a rappelés au cours de cette audition aujourd'hui. Ils sont issus d'un rapport sur l'activité des 3 grandes sociétés autoroutières. Sur le chiffre d'affaires, donc sur les années 2006 à 2017, chiffre d'affaires en hausse de 45,3%, c'est valable pour votre groupe. Hausse de la marge de 64% à 72,4%. Quelle analyse faites-vous de ce constat donc établi sur la réalité chiffrée de 11 années, 12 années? Voilà, les chiffres avancés par Éric Bocquet tentent plutôt à montrer que la rentabilité pour les sociétés autoroutières serait assez élevée. Oui, répond Pierre Copé, et c'est tout à fait normal à ses yeux, puisqu'une concession autoroutière est un contrat qui doit être déjà rentabilisé une fois qu'il arrive à terme, d'où les marges très importantes. Écoutez sa défense. À la fin de la concession, le concessionnaire n'a plus rien, et s'il y a des dividendes aussi élevés sur les sociétés concessionnaires, c'est qu'elles doivent rembourser leur capital sur la durée du contrat. On est un peu dans la situation d'un propriétaire qui aurait construit un logement pour un bénéficiaire et qui devrait, avec son loyer, à la fois payer les charges d'exploitation et de maintenance et rembourser le capital, et à la fin du bail, rendre l'ouvrage dont il ne serait pas propriétaire. Voilà, donc l'image est peut-être un peu plus parlante, mais en tout cas, à la fin de cette audition, on n'en sait pas vraiment beaucoup plus sur les chiffres de la rentabilité des sociétés autoroutières. Max Brisson, pourquoi pensez-vous qu'il est si difficile d'obtenir ces chiffres? Pourquoi tant d'opacité, même devant une commission d'enquête du Sénat, dès qu'on parle d'autoroute? Moi, je vais vous dire la manière dont je ressens les choses sur mon territoire. Nous avons une autoroute qui traverse le département des Pyrénées-Atlantiques. 3 échangeurs sont dans le contrat. Donc, la rentabilité du contrat, elle doit intégrer la construction de ces 3 échangeurs. Nous n'y arrivons pas. Et chaque fois que nous demandons à ce que ces échangeurs soient lancés, on nous répond financement des collectivités territoriales en complément. Je me suis passablement fâché lorsque j'étais premier vice-président du département, même avec le préfet de région de l'époque, le préfet d'Artoux, parce que je constatais une chose, c'est que ces contrats reportaient la totalité des dépenses d'investissement sur la fin du contrat, dont on peut se demander si elles seraient mises en œuvre, et n'assuraient pas, et par contre, assuraient la révision des prix dans les temps qui étaient impartis, mais pas les investissements dans les temps qui étaient impartis. Comment ont-elles autant de pouvoir, ces sociétés autoroutières? Moi, j'ai soutenu le président Sarkozy, j'ai soutenu l'époque où on a décidé de transformer ces sociétés d'économie mixte où l'État jouait un rôle en société totalement privée. Ce n'est peut-être pas la meilleure chose du bilan de Nicolas Sarkozy. Vous regrettez ça? Parce que je suis pourtant libéral, je suis pour l'économie de marché, mais là on est dans une situation où il y a de gros travaux d'infrastructure, où il y a un service public de la desserte de notre territoire. Pour reprendre les échangeurs qui sont nécessaires dans mon département, aujourd'hui, leur non-construction crée des enclavements, crée de véritables difficultés. Donc je pense que l'État s'est privé d'un certain nombre de capacités d'action. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on a été plutôt réticent sur la privatisation des aéroports de Paris. C'est une leçon, c'est un enseignement. C'est une leçon, voilà. Il y a quelques domaines, on parle de leçons pour l'après-Covid, sur le rôle, la place de l'État, sur la souveraineté. Il y a des domaines où la puissance de l'État, c'est le gaulliste qui vous en parle, doit continuer d'exister. Pour cela, il faut des leviers. La manière dont M. Copé se comporte actuellement devant la Commission en dit long, finalement, sur d'abord l'estime du Parlement et peut-être aussi le rapport avec l'État de ces grandes sociétés. Donc, alors, cela dit, c'est fait, mais il faut être extrêmement exigeant dans la manière dont les contrats sont exécutés. Il y a de la rentabilité, il y a des profits, mais il y a aussi des investissements. Ils sont dans les contrats.
et il faut absolument qu'ils soient respectés. Alors, pour l'exemple du département des Pyrénées-Atlantiques, je rassure les téléspectateurs du département, on a fini par les faire décider. Et les travaux devraient être faits avant la fin de la concession. Allez, Steve Jourdain, on termine avec vous. Max Brisson, vu que vous êtes vice-président de la Commission de l'éducation, le sujet va aussi vous intéresser et vous concerner de très près. Le bilan du confinement, déconfinement à l'école, Jean-Michel Blanquer voit le verre à moitié plein. Ouais, depuis hier, lundi, tous les écoliers, tous les collégiens ont l'obligation de retourner en cours. Au total, 10 millions d'élèves étaient ainsi attendus hier dans les établissements. Alors, ce retour à l'école est rendu possible grâce à l'assouplissement du protocole sanitaire. Cet assouplissement, on s'en rappelle, avait été annoncé chez nous, chez Public Sénat, la semaine dernière. En exclusivité. Fini la distanciation physique en maternelle. Simple distance de 1 mètre recommandée entre élèves dans les écoles élémentaires et distance d'1 mètre ou port du masque dans les collèges. Selon Jean-Michel Blanquer, ce retour à la normale est une réussite. Écoutez, c'était au micro de BFM TV hier. Évidemment, c'est compliqué pour tous les acteurs. Je pense aux chefs d'établissement, aux professeurs, aux élus locaux qui ont énormément travaillé pour faire face à cette situation. Mais aujourd'hui, ils peuvent être fiers parce qu'ils réussissent quelque chose que très peu de pays réussissent, c'est-à-dire un déconfinement scolaire avant les vacances pour permettre à tous les enfants de France de retrouver l'école, ce qui est un objectif absolument essentiel. Voilà, donc c'est très clair pour Jean-Michel Blanquer, c'est une reprise des cours réussie. Qu'en est-il sur le terrain? Quelle est la réalité des choses? Les choses sont un peu moins roses. J'ai pu m'entretenir avec Audrey Chanona. Audrey Chanona, elle est membre de l'exécutif national du syndicat SNPDN et principale adjointe du collège Samuel de Missy, c'est à La Rochelle. Dans son collège, la journée d'hier a été tout simplement épuisante. Il a fallu expliquer les nouvelles règles sanitaires aux élèves. Il a fallu aussi détailler comment allaient se dérouler les 2 petites semaines qui arrivent et nous séparent maintenant des vacances. Alors dans son établissement de La Rochelle, seuls 86% des élèves sont effectivement revenus en cours hier. Les autres sont soit restés en vacances avec leur famille, soit restés à la maison car les parents avaient peur de renvoyer leurs enfants à l'école et de risquer ainsi une contamination au Covid. Pour tous ces élèves, des justificatifs d'absence vont être demandés, comme c'est le cas en temps normal, mais les sanctions ne devraient pas être trop lourdes. Le fameux « je ne pouvais pas, j'avais piscine »,« je ne pouvais pas, j'avais badminton », ça devrait pouvoir passer. Bref, c'est un retour à la normale, pas tout à fait normal, Rebecca. Ouais, ça va marcher cette fois, mais pas en septembre. Il faut aussi comparer le cas français aux autres pays pour mesurer la réussite ou non de ce retour à l'école. C'est effectivement l'argument du gouvernement, tant en matière de gestion proprement dite de l'épidémie qu'en matière de retour à l'école. Sur ce point, Jean-Michel Blanquer estime qu'en ce qui concerne le décrochage scolaire, la France a largement limité les dégâts par rapport aux autres pays. Le ministre de l'Éducation a avancé ces chiffres. On va les voir. Au 11 mai, il n'y avait plus que 500 000 enfants et adolescents décrocheurs. Ça représente environ 4% des élèves français. C'est moitié moins qu'au début du confinement. Alors ces chiffres proviennent des remontées des rectorats selon le gouvernement. Or, toujours selon le gouvernement, le décrochage s'établirait en moyenne quelque part entre 10 et 15% dans les autres pays européens. La France a donc fait beaucoup mieux que les autres, toujours selon le gouvernement. Le problème, Rebecca, c'est qu'il n'existe pour l'heure aucune étude officielle pour établir une telle comparaison entre pays. Il n'existe aucune donnée internationale fiable sur le thème du décrochage scolaire à l'heure du coronavirus. Les premières estimations devraient tomber à l'automne prochain. Bref, il va falloir attendre encore un peu. On n'y est pas du tout. Alors, il y a une chose qui est sûre en revanche, c'est que le confinement a entraîné du retard sur les programmes scolaires et ce retard, il va falloir le rattraper. Oui, alors comment rattraper ce retard alors que les vacances d'été commencent d'ici 2 semaines et qu'il existe encore beaucoup d'inconnus autour de la rentrée de septembre? Au micro de France Inter, Jean-Michel Blanquer a annoncé un plan qu'il qualifie de volontariste. Écoutez. Il va y avoir un plan ultra volontariste sur le sujet, et ça concerne potentiellement tous les élèves. Il y aura des évaluations de début d'année. Vous savez, je tiens beaucoup pour le CP et le CE1, on a déjà fait ça ces dernières années. En 6e, on va avoir une évaluation particulièrement robuste dans son contenu, notamment pour le français et les mathématiques, de façon à déclencher ensuite de l'aide personnalisée. Voilà, alors quand on parle avec des responsables d'établissement, ce qu'il ressort, c'est que le retard accumulé sur les programmes est beaucoup plus important que prévu. Le confinement a eu des conséquences beaucoup plus négatives que ce qu'on aurait pu imaginer. Ce que craignent aujourd'hui les équipes pédagogiques, c'est qu'on leur demande à la rentrée de travailler plus pour rattraper ce retard, de travailler plus sans contrepartie financière. Max Brisson, comment on rattrape le retard accumulé ? Moi, je voudrais revenir sur tout ce que vous avez dit, qui est très intéressant, et d'abord noter que le ministère a tangué, et que le ministre tangue avec le ministère, aussi bien pour le confinement que pour le retour vers l'école. D'abord, moi, j'ai une colère exprimée. Ce gouvernement aura rompu quelque chose de très important dans notre société, c'est l'obligation de l'école.
l'obligation d'instruction, mais pour 99% des Français, cette obligation d'instruction est une obligation scolaire. C'est une grande première que d'avoir laissé les parents choisir. Cela fera des dégâts. On aura des conséquences dans le rapport entre certains parents et l'école, et malheureusement, certainement les parents des catégories sociales les plus en difficulté et les plus défavorisées. L'école, c'est obligatoire, et c'est quelque chose qui est le socle même de notre République. Donc là, j'ai une colère que je veux exprimer. Ouais. On pouvait faire différemment. C'est-à-dire, justement, à partir du protocole qu'au Sénat, nous avons réclamé depuis longtemps. Si le ministre nous avait écouté les préconisations du rapport de Jacques Grosperrin et du groupe de travail auquel je participais, nous aurions eu un protocole beaucoup plus précoce. On a laissé d'abord s'instiller l'angoisse à cause d'une méthode catastrophique. Et cette angoisse, nous l'avons ressentie chez les parents et chez les enseignants, alors qu'au début, quand nous avons entamé nos premières discussions au Sénat, les organisations syndicales, comme les fédérations de parents, comprenaient la nécessité de retourner à l'école. Faute de méthode, en laissant du temps passer, c'est l'angoisse qui a dominé. Et en plus, le président a dit que finalement, tout ça était optionnel. L'école optionnelle, ça n'existe pas dans notre pays. Avec un protocole qui définissait le nombre d'enfants qu'on pouvait recevoir, c'était à l'école de dire, ces enfants-là, pour telle et telle raison pédagogique. Et pour eux, c'est obligatoire. Et pour d'autres, il y a d'autres activités possibles. Mais il fallait que l'école fasse un choix pédagogique et pas les parents. Ces évaluations que propose Jean-Michel Blanquer à la rentrée pour voir où en sont les élèves et potentiellement... Deuxième colère, je crois qu'il faut que le ministre arrête d'afficher ce chiffre de 4% de décrocheurs qui ne veut rien dire. Je crois qu'on évaluera la réalité du décrochage, l'ampleur des dégâts, qu'avec les évaluations du début de la prochaine année scolaire de la rentrée. La rentrée est fondamentale. L'assiduité le 22 juin, vous plaisantez. Enfin, même en temps ordinaire, l'assiduité au mois de juin, elle est très très relative. Donc annoncer le retour à l'école obligatoire le 22 juin, c'est irréel. Bon, mais la rentrée, il faut maintenant la préparer. On a manqué le retour du mois de mai, il faut réussir la rentrée du mois de septembre. Et à l'effet, il faut alors pas d'allègement des programmes comme je l'ai entendu. J'ai longuement discuté avec la présidente du Conseil supérieur des programmes auquel j'appartiens. Les programmes sont faits sur la durée. Par contre, il faut que les inspections préparent pour les professeurs des règles très claires de la manière dont on va mettre en œuvre les programme de l'année prochaine pour tenir compte des lacunes. Et on verra que ce n'est pas 4% de décrocheurs, qu'il y aura des lacunes importantes. Alors qu'il faut travailler plus, certainement pas. Il faut que sur l'année scolaire, on voit ce qui est essentiel. C'est un travail de professeur. Ce qui doit être acquis sur l'année qui a été massacrée et la nouvelle année. Et réduire les vacances, non ? Réduire les vacances scolaires Écoutez, c'est pas une option possible ? Réduire les vacances scolaires, c'est certainement pas assurer les apprentissages dans de meilleure qualité, parce que vous savez, les élèves ont l'âge qu'ils ont, ils ont besoin de vacances. Les vacances, c'est pas les vacances pour les professeurs. Les vacances, c'est pour permettre aux élèves d'être en capacité d'apprentissage. Donc on peut réduire les vacances, on arrivera à un moment où on aura des élèves fatigués, et vous pourrez avoir les meilleurs professeurs devant ces élèves, vous n'aurez pas d'apprentissage réussi. Donc je pense, par contre, il faut, dans les programmes, regarder ce qui est essentiel sur l'année qui a été perdue, sur l'année qui arrive, et essayer de faire les aménagements nécessaires. Mais là, c'est du travail, et il faut que les professeurs le sachent assez vite. Ils ont besoin de clarté. Vous savez, les professeurs, contrairement à ce qu'on dit, souvent ils préparent leur rentrée pendant les vacances, et là, ils auront une rentrée très particulière à faire. Si on ne leur dit pas assez tôt le cadre dans lequel ils vont devoir travailler, eh bien, on aura une rentrée encore difficile. Le ministre a beaucoup raté, c'est la reprise de l'école. Il ne faut pas qu'il rate la rentrée de septembre. Le message est passé, c'est un sujet qui vous passionne, ça se voit. Merci infiniment Max Brisson d'avoir participé à ce club, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. Merci à tous les trois, merci aussi à Jonathan que je ne vois plus, d'avoir passé cette demi-heure avec nous. La suite de LPL, c'est le match des idées. Confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Hervé Lorenzi et Nicolas Dufresne. À moins de 2 semaines des rencontres d'Aix-en-Seine, et alors que le monde économique est en ébullition pour imaginer l'économie de demain, celle qui saura nous sortir de cette crise historique annoncée, on va s'arrêter sur les différents plans de relance déjà dans les tuyaux. Il y a le plan d'En Marche, il y a le plan de la droite, il y a le plan de la gauche. Quelle est la bonne direction ? Des compromis sont-ils possibles ? On va ouvrir le débat avec nos invités dans un instant. D'abord, comparatif entre ces différents plans avec Jérôme Rabier.
Après la crise sanitaire, tout le monde voit venir la crise sociale. Et chacun, partis politiques, groupes parlementaires et commissions des assemblées, prépare en conséquence son propre plan de relance. Alors que celui du gouvernement est plutôt attendu pour la rentrée de septembre, les Républicains et le Parti socialiste ont déjà présenté le leur. Pour les LR, cela passera notamment par une TVA à 5,5% dans l'hôtellerie-restauration, une baisse de charges pour les entreprises et la création d'un fonds souverain pour les secteurs stratégiques, avec des relocalisations pour des secteurs essentiels. Soit par de la production complètement locale pour des pièces extrêmement stratégiques qu'il conviendra d'ailleurs de déterminer, soit avec des partenaires européens, soit avec des partenaires politiques plus proches. Le Parti socialiste a lui aussi présenté son plan de relance qui prévoit par exemple un revenu de base ouvert aux jeunes, 6 milliards d'euros d'investissement pour l'hôpital ou encore une prime climat pour l'isolation des logements. Le parti veut aussi relancer les contrats aidés, en grande partie supprimés en début de quinquennat, et ainsi créer 250 000 emplois très rapidement. Et cette mesure, elle est facile, elle peut être prise du jour au lendemain, j'allais dire. Il suffit d'en décider et de voter la loi. Et puis, comme je l'ai dit, ça irrigue tout le territoire, aussi bien les petites communes que les quartiers des grandes villes, que les villes, voilà. Mais c'est surtout sur le temps de travail que le clivage gauche-droite réapparaît avec force. Les sénateurs, les Républicains, défendent ainsi la sortie des 35 heures. Moi, je suis pour 37 heures payées 37 et des heures supplémentaires défiscalisées en plus. Il faut gagner en souplesse et il faut regagner en compétitivité. Pour les socialistes, en revanche, l'heure est plutôt au partage du temps de travail, quitte à ce que l'État finance les baisses d'activité dans les entreprises fragilisées. Il faut réduire le temps de travail dans les entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté. Faire en sorte que le temps de travail réduit, donc ça coûte moins cher à l'entreprise, et que le différentiel soit pris en charge par l'État, comme on l'a fait pour le chômage partiel. Des propositions rapidement élaborées dans les états-majors des deux principaux partis d'opposition au Parlement. Reste désormais à savoir si le gouvernement reprendra quelques-unes de ces pistes au moment de présenter son propre plan de relance. Avec nous pour le match des idées ce soir, Jean-Hervé Lorenzi. Bienvenue, vous êtes président du Cercle des économistes qui organise les rencontres d'Aix-en-Seine les 3, 4 et 5 juillet prochains. 3 jours de débat en ligne pour, je cite, construire une nouvelle donne économique, sociale et politique, agir face au dérèglement du monde. On va s'en sortir. C'est le slogan plutôt positif cette année. Nicolas Dufresne, bienvenue à vous également. Vous êtes haut fonctionnaire, directeur de l'Institut Rousseau, co-auteur avec Alain Grandjean de Une monnaie écologique. Vous avez aussi récemment publié une tribune dans Alternative économique intitulée « Annulation de la dette publique possible juridiquement, nécessaire économiquement ». Merci à tous les deux d'être ici. On sent bien que chaque parti essaie de jouer aussi une carte politique dans ses propositions de plan de relance, relocalisation, fiscalité bleu, blanc, rouge, préférence européenne et française, 37 heures de travail par semaine. Ça, c'est la version de la droite, notamment au Sénat. À gauche, on parle de la création d'impôts de solidarité sur le capital et globalement de plus de justice sociale. Nicolas Dufresne, quelle est la direction à prendre selon vous ? Alors, tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Je pense que la direction à prendre, c'est de prendre conscience déjà qu'on a aujourd'hui une montagne de dettes publiques et privées qui s'élèvent devant nous et que ces dettes, il va falloir trouver un moyen d'en sortir et on ne peut pas rajouter indéfiniment de la dette à la dette sur les acteurs économiques, sur les entreprises, sur les ménages. Et donc, on a besoin de la puissance publique, on a besoin de l'État, on a besoin de l'Union européenne qui prépare aussi un plan de relance qu'on espère massif, être... Alors, massif, on peut le discuter parce que 750 milliards d'euros, finalement, ça fait que 3% du PIB européen et c'est étalé sur 4 ans. Sur 4 ans, donc ça fait moins de 0,5% du PIB européen chaque année, alors même que selon les chiffres même de la Commission européenne, on s'attend à une baisse de l'investissement, une chute de l'investissement dans l'Union européenne de 850 milliards d'euros en 2 ans. Donc 750 milliards d'euros en 4 ans et 850 milliards d'euros de chute de l'investissement en 2 ans, on pourrait encore aller au-delà. Donc si on veut aller au-delà, peut-être qu'il faudra en passer par des solutions un peu plus innovantes. Et on parlait du plan de relance massif de l'Union européenne. Il y a un sommet, on l'a appris tout à l'heure, on en connaît les dates désormais, sommet exceptionnel les 17 et 18 juillet prochains. Jean-Hervé Lorenzi, plus finalement que tous ces plans de relance, le point noir, le point très inquiétant, c'est effectivement cette dette ? Non.
Non, si on devait hiérarchiser, c'est l'incertitude absolue dans laquelle on est. Moi, j'adore les gens qui sortent des chiffres. Moi, je vois à peu près, à 2-3 mois, ce qui peut se passer, de monter. J'ai regardé, pour le plaisir, et pour le plaisir de discuter, les 21 prévisions de tous les organismes mondiaux sur la conjoncture en 2021. Ils sont tous différents. Ah. Oui, donc c'est quand même. Si je prends le FMI par rapport à l'OCDE, c'est extraordinairement différent. On est pour le moment dans un brouillard absolu. Deuxième chose, dans l'urgence. Je ne parle pas de plan de relance. On parlera. C'est normal, les politiques qui sortent des plans de relance, il faut bien qu'ils disent quelque chose. Oui, enfin, normalement, ils les mettent en application au bout d'un moment, donc c'est quand même utile. Oui, enfin, j'ai cru comprendre que le président de la République allait sortir un plan de relance en septembre ou en octobre. Donc, après consultation. Heureusement, après consultation des Français. Ce qui me paraît. C'est d'ailleurs l'objet des rencontres d'Aix-en-Provence. De discuter. Enfin, pas d'Aix. D'Aix-en-Seine cette année. D'Aix-en-Seine. Deuxième sujet, l'urgence de l'urgence de l'urgence. C'est évidemment pas la dette, quel que soit l'intérêt des propositions de votre papier. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'est pas intéressant. C'est évidemment le fait qu'on va avoir, disons, au courant de l'été, 400-500 000 chômeurs de plus. Et comme vous le savez, on va surtout avoir la rentrée des jeunes. Et moi, mon idée fixe, excusez-moi, même si ça bouge un peu la dette, mon idée fixe, c'est par tous les moyens essayer de faire des propositions sur la manière dont on peut intégrer, non pas une génération, mais une classe d'âge, 500 000, 600 000 personnes. 700 000 chaque année. Oui, enfin, je veux dire, il va y en avoir quelques-uns qui vont trouver des emplois. Donc, j'ai même à l'Institut Rousseau, donc on peut imaginer que vous embauchiez. Et donc, c'est ça le sujet. Donc, essayons, de savoir ce qu'on sait. Donc, moi, tous ces plans, tout ça, personne ne sait exactement où on en est. Petit 2, essayons de bien voir les urgences. L'urgence, c'est ce qu'a fait le gouvernement pendant 3 mois. Il a protégé, à juste titre, le système productif français. Et maintenant, ce qui est vraiment devant nous, le deuxième obstacle majeur, c'est l'arrivée de la jeunesse en septembre. Alors, il y a une rencontre demain chez le président de la République. Moi, je pense qu'il faut être très audacieux. Très audacieux, c'est-à-dire qu'il faut... Alors j'ai entendu des sujets, l'histoire des clés des contrats aidés. Moi j'ai proposé, mais peu importe d'ailleurs, il y a beaucoup de propositions, mais qu'on prenne en fait les 300-400 000 qui vont se retrouver sans apprentissage, sans stage, sans job. Je veux dire, là, on est sur un sujet inimaginable, qu'on essaie de leur proposer soit de rester 1 an de plus avec l'équivalent du RSA, ça fera 2 milliards de plus pour la dette, donc vous annulerez un peu plus, et où on peut imaginer que le million d'entreprises françaises qui passeront quand même le phase pour, étant aidés, s'engagent à embaucher un jeune. Je vous entends balayer d'un revers de main les plans de relance proposés ici et là. Il y a quand même des mots forts qui ont été employés. Emmanuel Macron a parlé le 12 mars d'interroger le modèle de développement. Il annonce des décisions de rupture. Le 13 avril, il lance l'appel à nous réinventer. Moi le premier, dit-il, il y a quand même une occasion historique de peut-être tout reprendre à zéro. On entend même la droite parler de nouveau départ. Emmanuel Macron parle de nouveau chemin. On en est là ? Alors oui, on en est tout à fait là. Il faut inventer un nouveau modèle. Alors à l'Institut Rousseau, on a publié une note au début du mois de février sur comment financer une politique ambitieuse de reconstruction écologique. Et on a retrouvé ce terme dans la bouche du président de la République. On en était ravis parce que c'est évidemment le chemin qu'il faut tracer aujourd'hui. Maintenant, je suis d'accord avec Jean-Hervé Lorenzi, excusez-moi, que la dette en soi n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui compte, c'est ce qu'on peut faire avec la dette et c'est ce qu'on peut financer avec la dette. Et pour financer une politique ambitieuse justement de reconstruction écologique, la Cour des comptes européenne, désolé, je vais encore rajouter des chiffres, nous dit qu'il faut 1115 milliards d'euros par an avant la crise. Et ça représente 300 à 400 milliards d'euros de plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour la France, il nous faudrait entre 50, 70, peut-être 100 milliards d'euros de plus pour financer toutes ces politiques-là. Il va bien falloir qu'on les trouve. Alors on peut s'endetter beaucoup plus aujourd'hui en raison des taux bas, mais on a quand même un pacte de stabilité qui malgré tout n'est que suspendu et donc qui
théoriquement devrait nous conduire à ne pas accroître notre déficit et notre dette publique. On a même le gouverneur de la Banque de France, M. Villeroy de Galhau, qui nous a dit attention, après 120% de dette publique, et on sera au-delà, on le sait déjà, il faut faire attention parce qu'il faut faire limiter les dépenses, faire des dépenses publiques enfin sélectives. Nous, c'est pas ce qu'on pense. On pense qu'au contraire, il faut déployer beaucoup d'argent pour faire une vraie politique de reconstruction écologique. Ce que vient de dire Nicolas, moi, me paraît très judicieux. C'est pas le sujet. On n'a pas de désaccord du tout. Simplement, c'est sur la chronologie. Moi, sur les priorités. Nous avons, sur les priorités, on a un problème dans 2 mois. 2 mois. Pas sur la dette. On a un problème de 2 mois des 500 000 jeunes, où sont 10, 500 000, 600 000, 700 000, etc. Sur les jeunes. Deux, on a le calcul. Moi, je suis un esprit, malheureusement, à très court terme. On dit qu'avant la fin de l'année, il y aurait 50 000 faillites de plus. Donc, il faut essayer de faire, par exemple, qu'on transforme rapidement les prêts, qui sont des prêts de court terme, ceux qui ont été garantis par l'État, en quasi-fonds propres. Parce que ça permet de donner un peu... Il faut redonner confiance à ce pays. Et puis, il faut ramener progressivement les gens dans des conditions sanitaires. Alors justement, moi le constat, voilà. il y a des choses, il y a des signaux contradictoires et j'aimerais votre regard là-dessus parce qu'on entend un peu tout et son contraire. Il y a des signaux positifs d'abord. C'est à la une du Figaro. BTP, industrie, commerce, premier signe de reprise. C'est ce que nous dit le Figaro qui parle de bonnes surprises du redémarrage des entreprises. Chiffre à l'appui, 97% des chantiers de travaux publics ont repris. Le taux d'activité des entreprises industrielles était de 76% la semaine dernière. Les ventes de voitures neuves ne reculent plus que, je mets des guillemets, de 50% en mai. La consommation repart, voilà pour ce qui est perçu comme positif. Et puis en parallèle, il y a effectivement les plans de licenciement Cascade, Renault, Air France, Nokia. Les syndicats étaient d'ailleurs reçus à Bercy cet après-midi. Il faut stopper l'hémorragie, c'est ce que nous dit Fabien Roussel sur RMC ce matin. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir après. Il y a une hémorragie de plans sociaux, on met un garrot. Voilà. Et comment mettons un garrot ? Eh bien, comment fait-on avec Renault, par exemple, ou Air France ? Aujourd'hui, il y a 460 milliards d'euros d'argent public injectés en partie dans l'économie pour normalement éviter qu'il y ait ces plans sociaux. Or, beaucoup de cet argent va accompagner ces plans sociaux et c'est là le drame, l'injustice qui suscite autant de colère. Voilà, les plans sociaux, c'est plutôt du court terme. On peut revenir juste parce que, vous savez, la première des choses, c'est le seul rôle des économistes, c'est de donner des chiffres à peu près précis. On a les chiffres de l'INSEE. On sait qu'il y a des secteurs qui redémarrent sans aucun doute. La réalité, c'est que l'activité en juin, d'ici l'INSEE, est de moins 12%. Moins 12%, ça reste quand même important. Alors, c'est en train d'une reprise. Il n'y a aucun doute, le mot reprise est exact. Moins 12%. La consommation est de moins 5% par rapport à un mois normal, ce qui est, elle est d'ailleurs un peu différente, etc. Ce qu'on a envie de savoir, c'est si la situation est alarmante ou pas. Bien sûr qu'elle est alarmante. Bien sûr qu'elle est alarmante. Il n'y a pas de bonne surprise. Mais c'est pas une question, il n'y a pas de bonne surprise. On n'est pas, excusez-moi, on n'est pas sous le sapin de Noël. On sort d'une crise. On est dans une crise qui est la pire des crises que le monde ait connues depuis, alors chacun a ses références, mais qui est incroyable, mondiale, et qui touche tout particulièrement la France. Heureusement, le gouvernement s'est bien débrouillé pour éviter le pire. Après ça, Et dans cette affaire-là, pour en sortir, le seul point sur lequel tout le monde est d'accord, c'est que pour retrouver l'équivalent des activités, de notre niveau d'activité, au niveau mondial, européen et notamment français, il faut attendre, on va dire, dans toutes les hypothèses prises par les uns par les autres, le milieu 2022. Donc c'est trop tôt. Donc, enfin, je veux dire, il faut quand même... Évidemment que c'est une crise très difficile. Et moi, ma seule demande... Non, mais on peut être surpris par l'ampleur de la reprise. Rien n'empêche... Là, je serais d'accord, en tout cas, avec Jean-Hervé Lorenzi. C'est vrai que la crise n'est pas du tout terminée. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver ensuite. Il y a en économie ce qu'on appelle des effets d'hystérèse sur le chômage, c'est-à-dire que l'événement, donc la crise, commence à disparaître, mais les effets sur le chômage vont se répercuter dans les mois
mois, pour de longs mois à venir. Et il va falloir surveiller de très près, du coup, le niveau de chômage qu'on prédit déjà à 12-13% à la fin de l'année, mais aussi son impact sur la consommation. C'est pas anormal qu'au sortir du confinement, il y ait un rebond comme ça, un rebond des opérations immobilières, un rebond des opérations industrielles qui avaient été gelées, mais ça ne veut pas dire que tous les dégâts souterrains qui sont en train de se creuser ne vont pas ressortir. Et ça, le chômage partiel, ça suffira pas. Le chômage partiel, on a réduit un peu la voilure. Alors nous, à l'Institut Rousseau, on a proposé une couverture à 100% du chômage partiel, parce qu'il faut savoir en plus que c'est les catégories sociales les moins favorisées qui en profitent le plus. Seulement 17% des cadres en chômage partiel et plus de 60% des ouvriers. C'était un sondage de la Fondation Jean Jaurès. Donc il faut aller plus loin, il faut préserver les revenus, il faut préserver les compétences. Et donc pour ça, il va falloir de l'argent. Au tout début du confinement, alors qu'on n'avait encore aucune idée de la façon dont les choses allaient se dérouler, sur le plan économique en tout cas, on avait demandé à Eli Cohen, économiste, quels étaient les scénarios possibles. Et il envoyait 3 des scénarios. Le premier scénario est un scénario en V. On plonge très profondément, on touche le fond du bassin et on rebondit rapidement. Il avait ensuite parlé du scénario en U. On plonge reste au fond du bassin plusieurs mois et cela nous amène à une perte de PIB de 10%. Et il avait parlé du scénario en W. On plonge, on rebondit, mais la crise sanitaire repart. Donc on replonge et on se remet en confinement. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut commencer à savoir si on est en V, en U ou en W? Non mais attendez, d'abord le V, bien sûr que non. Je veux dire, faut être ça, on l'évacue. On écarte. Élie, que j'aime beaucoup, a dit, parce qu'il faut toujours sortir, si vous sortez juste un scénario, ça paraît curieux. Donc il y a un sorti 3, c'est évidemment le scénario en U qui est le plus vraisemblable. Je voudrais, après ça, dire à quel point je suis d'accord avec des choses qu'ont dit Nicolas et l'Institut Rousseau. Mais moi, je suis très frappé par l'urgence. Évidemment qu'on est dans une période qui est une période extrêmement difficile, parce que lorsque vous avez un chômage et que les gens prennent conscience, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la masse globale des revenus a tendance à diminuer. Même si on fait du chômage partiel, et comme l'Institut Rousseau, malheureusement, ne sera pas suivi, les gens n'auront pas suffisamment d'argent. Deuxième aspect, à ce moment-là, épargne de précaution, parce que les gens ont peur. Avant que vous remettiez notre pays en confiance sanitaire et puis économique, ça va prendre du temps. Il faut bien se souvenir de ça. La crise de 2008-2009, qui est 3 fois, 4 fois moins importante, il a fallu à l'Union européenne 5 ans pour retrouver le niveau d'activité. Là, aux États-Unis, il faudra, je vous dis, moi je suis un optimiste, comme nous sommes, je suis optimiste et je vais me mettre chez l'Institut Rousseau. Il faut 2 ans et demi. 2 ans et demi. 2 ans et demi, bon. Si les décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre des préconisations pour changer de trajectoire. C'est un deuxième sujet. Voilà. Moi, je pense qu'on peut aussi créer les conditions, c'est-à-dire il n'y a pas une magie qui ferait que les choses se déterminent en dehors de nos décisions. C'est nos décisions qui vont aussi déterminer la reprise et ce qui se fera, et c'est notamment l'ampleur des plans de relance. Et voilà, moi je constate que pour la France... l'intérêt des plans de relance. Voilà, je constate que pour la France, si vous voulez, en dépenses budgétaires, pour l'instant, on est de l'ordre de 50-60 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter des reports de charges, des prises de participation, voilà. Mais il y a surtout énormément de prêts garantis par l'État. En Allemagne, alors que la récession en France, on est à moins 11% prévu pour cette année. En Allemagne, à moins 6%. Le plan de relance est déjà de 160 milliards d'euros de dépenses budgétaires. Et largement plus si on compte les prêts garantis par l'État. Il faut peut-être aller plus loin. Il faut peut-être justement financer plus de chômage partiel. Le groupie de Nicolas, il a raison. Mais il oublie juste une chose. Je rajoute, je ne contredis pas, je rajoute, c'est que tout ce plan, le plan, me semble-t-il, Macron, on va laisser tomber les autres plans de relance qui sont normaux. Mais revenons à ce qui va être proposé par notre président de la République. Première étape, en 3 mois, ils ont donc essayé de geler la situation et empêcher que ça se détériore trop. Objectivement, ça a été bien fait. Deuxième étape, c'est la transition donc des plans d'urgence qui portent sur l'aéronautique, sur l'automobile, sur le tourisme, sur ceci, sur cela. Je demande un plan pour la jeunesse.
j'en aurai un peut-être demain, j'ai peur qu'ils soient en dessous. Et puis après, c'est là où, Nicolas, il faut avoir un peu de patience. L'idée qu'a Macron, c'est qu'il fait son plan de relance à l'allemande, avec l'ampleur de l'allemande, il le fait en septembre-octobre. Donc la réalité, c'est qu'ils ont séquencé, on a une sorte de vision extraordinaire de la manière dont on pense en France, la véritable, on sépare en 3 périodes, il faut que ce soit bien... Un monde économique, en tout cas, durement frappé par le confinement et par des règles très strictes, c'est un peu l'actualité du jour. Ces règles vont s'assouplir dans les entreprises. Un nouveau protocole sanitaire va être dévoilé. Les Échos ont eu accès aux documents du ministère du Travail. Fin des 4 mètres carrés minimum par salarié. Le port du masque ne sera plus recommandé. Le télétravail ne doit plus être considéré comme la norme. Des règles allégées avec quand même une nouveauté. Je voudrais juste qu'on écoute quelques secondes. François Asselin, patron de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Écoutez. Maintenant, il faut un référent Covid dans chaque entreprise. Non. Si, dans toutes les entreprises, voilà. Dans les entreprises de moins de 10 salariés, ça peut être le chef d'entreprise. Au-delà, il faut un référent Covid dont la mission sera d'informer, de vérifier que les mesures ont bien été expliquées aux salariés, affichées dans l'entreprise. C'est une contrainte supplémentaire. Vous saviez que déjà dans les entreprises de plus de 50 salariés, il faut un référent sécurité, un référent harcèlement, maintenant un référent Covid. On va finir par avoir des entreprises de référents. Voilà, il nous reste 2 minutes. Nicolas Dufresne, on leur a beaucoup demandé à ces entreprises et on leur en demande encore beaucoup. Oui, on leur en demande encore beaucoup et puis elles doivent affronter des conditions très difficiles. Donc c'est pour ça que Mario Draghi a recommandé récemment d'annuler la dette détenue par la Banque centrale, les dettes privées. On peut aussi transposer le raisonnement aux dettes publiques. On peut dire qu'on traverse une situation qui est exceptionnelle et qu'on a suspendu les règles relatives au pacte de stabilité, on a suspendu les règles relatives aux aides d'État qui sont autorisées. L'Allemagne a saisi à elle toute seule près de 50% des demandes d'aide d'État. La France ne s'en saisit pas assez. Allons plus loin, c'est ce qu'on pense. Annulons les dettes publiques pour financer de vastes... les dettes publiques détenues par la Banque centrale, ce qui ne coûte rien à personne et ce qui permettrait de financer d'immenses plans de relance qui feraient du bien à tout le monde et à commencer par les entreprises et les acteurs privés qui aujourd'hui vont sinon se casser la figure, oui. Moi, j'ai pas du tout cette position, en tout cas dans l'urgence. Ce que je crois, c'est qu'il faut que notre pays débatte. Je pense absolument que la vérité ne peut pas venir ni de nos expertises, si sympathiques et talentueuses soient-elles, et si sympathiques, les experts, je vais dire c'est très bien, il en faut, mais il faut qu'à un moment on sache ce que réellement les Français pensent. Je crois qu'il faut absolument débattre. Et alors moi je vends mon affaire, mais je pense que ça n'est que le début. Je pense que les rencontres d'Aix en Seine ont pour objectif d'abord et avant tout de permettre de débattre avec des tas de gens, des syndicalistes, des politiques, des experts, des économistes, tout ce qu'on peut imaginer, des jeunes, beaucoup de jeunes. Et puis après, c'est le début. Moi, j'aurais tendance à penser, espérer, j'ai un espoir, que tout cet été soit un été de discussion. Qu'est-ce que les gens veulent ? Je ne crois pas qu'on arrivera. Il n'y a pas de coup de bagage magique, même si je suis assez d'accord avec certaines choses. Je pense qu'on arrivera, que si les Français retrouvent confiance, et les Français ne retrouveront confiance que si on les a écoutés. Pour le moment... Un grand débat sur l'économie d'après ? Bien, notamment. Mais il faut que ce débat puisse se tenir sur des choses qui aujourd'hui ont été soustraites à la délibération collective, comme la politique monétaire, malheureusement. C'est aussi une des limites de l'exercice, je pense. Hervé Lorenzi ? Non, mais il est très bon parce que ça tourne un peu en boucle. Mais excusez-moi. Non, mais ça touche bien notre domaine. Je veux dire, au fond, le système hiérarchique dans lequel on est, qui est quand même un truc, notre vision verticale dans les entreprises, notre vision, c'est quand même un peu ça qui va changer. C'est beaucoup plus profond que ça. La société française peut changer, y compris avec tout ce que vous proposez en domaine écologique, mais elle doit changer dans bien d'autres domaines que le domaine monétaire, qui est un domaine que j'ai enseigné avec bonheur. C'est pas le seul. Voilà, je prends un exemple, on a quand même une vision politique, une vision dans tous les domaines où on a des chefs, des trucs, ça redescend, les gens ne s'expriment pas. Il faut utiliser cette période pour que peut-être la nouvelle génération dise, au fond, maintenant, on sort un peu de ce dispositif, qui est un dispositif quand même qui n'est pas porteur, j'allais dire, de dynamisme,
ni, j'allais dire, de joie de vivre. Et on s'arrêtera là. Merci infiniment à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées spécial éco. Vous l'aurez compris, dans un instant, sur Public Sénat, deuxième débat spécial municipal et ce soir direction Strasbourg. Nous, on se retrouve demain à 22h, 7h30, 9h. Bonjour chez vous. Alexandre Poussard reçoit Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes. Très très bonne soirée sur Public Sénat.